Bonjour Clotilde. Bonjour Pierre. Alors vous allez nous parler donc d'une actualité du patriarcat, je crois. C'est ça. Ou de sa fin. On vous écoute. Tout à fait. Alors oui, l'actualité que j'ai choisie pour cette chronique donc, est celle qui donne son titre au prochain congrès de l'Eurofédération de psychanalyse, critique et clinique du patriarcat, donc sous la direction de Guy Poblom, qui aura lieu les 2 et 3 juillet prochains à Bruxelles. La question que je souhaite poser concerne la langue qui se parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que, dans le moment dans lequel nous sommes, il n'est plus question de faire la critique de ce qu'on appelait au temps des Lumières, par exemple le paternalisme ou le pouvoir des pères, de ce qu'on appelait encore au XXe siècle l'autorité, voire même de ce que Lacan a nommé la fonction du nom du père, mais qu'il est question de récuser radicalement le patriarcat comme système de domination. Que dit la primauté de l'usage de ce terme de patriarcat pour parler aujourd'hui de ce qui suscite une nouvelle forme de révolte ? Ce terme de patriarcat contient en lui-même ce qu'il dénonce. Avec lui, nous sommes au-delà de toute remise en cause de la légitimité, de l'autorité du père. Au-delà même de l'aspiration à se défaire d'un pouvoir de protection. Au-delà d'une révolte contre une loi ou un interdit. Il s'agit de dénoncer un abus de pouvoir. Alors Clotilde, cette critique a-t-elle un antécédent ? Oui, Marie, je dirais que les philosophes des Lumières peuvent être considérés comme les premiers à avoir ouvert la voie à l'actuelle critique du patriarcat. Rousseau, par exemple, dénonçait déjà toute analogie entre le pouvoir du père sur ses enfants et le pouvoir du souverain sur les citoyens. Le pouvoir du père sur ses enfants, qui se présente comme relevant de la nature, trouve en vérité pour Rousseau son vrai fondement dans le pacte social. Et donc cette autorité du père, elle aussi, est instituée et ne dure qu'aussi longtemps que les enfants y consentent. Et dans la même veine, Kant a récusé aussi le gouvernement paternaliste comme un danger contre la liberté politique. Le souverain, qui occupe la place du pater familias, est aussi celui qui infantilise en échange d'une promesse de sécurité. Kant critique donc le modèle paternaliste pour défendre le modèle républicain et faire valoir le mot d'ordre des Lumières « Ose penser par toi-même ». Eh bien, au XXe siècle, c'est toujours l'autorité qui est récusée, celle de la tradition qu'incarnent les maîtres. Et le mouvement de mai 68 s'inscrit dans la veine aussi de la critique du paternalisme. Mais la révolte se fait là au nom d'une revendication de jouissance. Et Lacan sera attentif à ce mot d'ordre « il est interdit d'interdire », considérant que cette revendication d'un plus de jouir finit toujours par aspirer le sujet, lui-même bien sûr, et son désir. Mais alors Clotilde, comment interprètes-tu ce passage, la critique du paternalisme à la critique du patriarcat ? Voilà, c'est la question que je me suis posée, Pierre, et je me suis dit qu'au XXIe siècle s'opère en effet un changement. À travers ce terme de patriarcat, il n'est plus question, me semble-t-il, de la fonction du nom du père, que Lacan nous a appris à considérer comme constitutive du désir, sur fond de consentement à l'interdit, mais il est question d'autre chose. Ce changement dans la langue, je dirais qu'il fait résonner une critique contemporaine de l'abus. Tout se passe comme si, en fait, la fonction paternelle, ce que Lacan appelait la fonction paternelle, s'était vidée de toute valeur symbolique pour n'être réduite qu'à l'exercice d'une domination. Alors, qu'est-ce que cette domination ? Donc j'ai essayé de proposer une interprétation pour cette actualité en rapport avec le congrès de People.
on peut voir dans cette critique du patriarcat, en tout cas c'est ce que je propose, une critique du monopole de la jouissance légitime. Parce que si on regarde bien les figures de pères qui occupent le devant de la scène aujourd'hui, que ce soit la scène publique, la scène littéraire, la scène cinématographique, que ce soit des pères réels ou des pères de substitution, sont toujours plus des figures du père de l'abus. C'est-à-dire que le père de l'interdit, celui qui est aussi pour Lacan le père de la pudeur, eh bien, a cédé la place au père de l'impudeur, au père abuseur. Eh bien, le patriarcat pourrait être le nom de cet abus, comme s'il ne restait du père que cette dimension abusive. Qu'il s'agisse, par exemple, du père perdu et retrouvé dans l'inceste de Christine Angot, qu'il s'agisse du père viril et violent de Blandine Rinkel, ou du père abuseur de Thomas Winterberg dans Festen, c'est toujours la férocité d'une jouissance obscène qui monte sur la scène. Et donc, on pourrait dire que c'est l'instrumentalisation du signifiant père au nom de l'exercice d'une jouissance. Alors notre moment avait été baptisé au tout début du XXe siècle par Jacques-Alain Miller dans un cours de 2003 d'ère post-paternelle. Eh bien, après Lacan, avançant cette idée d'une cicatrice de l'évaporation du nom du père, ne pourrait-on pas dire que le patriarcat est ce qui reste du père lorsqu'il n'incarne plus aucune dimension symbolique, mais simplement celle du pouvoir et de l'abus. Et alors, c'est un nouvel interdit qui se fait jour et qui s'exerce à l'endroit du père, l'interdit d'abuser. Mais jusqu'où s'étend ce nouveau mot d'ordre finalement ? Eh bien, je me suis demandé si on ne pouvait pas voir dans ce que j'interprète comme une critique du monopole de la jouissance légitime, une remise en question plus profonde d'une croyance moderne. Et donc, je propose d'articuler cette critique du patriarcat comme critique du monopole de la jouissance légitime au moment de l'écologie. Parce que finalement, ce sont là les deux grands discours qui nous invitent à un changement de paradigme dans le rapport au monde et aux autres. Le discours de la critique du patriarcat et le discours écologique. Se rendre comme maître et possesseur de la nature, tel était le mot d'ordre de Descartes, croyant donc dans la promesse du progrès scientifique et technique. Le moment de l'écologie n'est-il pas ce moment où cette croyance est égratignée ? Eh bien, si l'ère post-paternelle ouvre sur la nécessité d'inventer d'autres liens, comme tu le disais aussi tout à l'heure, Pierre, à propos de l'individu, elle ouvre aussi cette ère sur un moment de lucidité par rapport au programme cartésien. Les modernes n'ont-ils pas abusé de la nature, de la planète, de ce lieu où ils exploitent les ressources en vue d'un plus de jouir ? Si la référence au père comme instance régulatrice est récusée, alors quel est aujourd'hui le point de repère qui pourrait faire limite à la jouissance sans frein, c'est-à-dire à cette aspiration à se rendre même comme maître et abuseur de la nature ? Eh bien, si l'on en croit le philosophe Bruno Latour, que je cite aussi parce que le dernier numéro de la revue Mental, sous la direction de Virginie Leblanc-Roïc, ce dernier numéro rend hommage à Bruno Latour à travers un ultime entretien. Eh bien, si l'on en croit Bruno Latour, la figure centrale de notre moment, c'est dorénavant Gaïa, la Terre, lieu d'habitat, où l'être humain a à demeurer, sans céder à la pulsion de destruction. Ne pas abuser des corps, ne pas abuser des ressources de la planète,
s'inquiéter au fond de trouver une limite à la jouissance. Dans ce moment de dévoiement de la fonction paternelle, eh bien, serait peut-être l'enjeu de la nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés. Eh bien, merci Clotilde, sacrée perspective. Merci qui est tout à tous les programme. deux. Au revoir Marie, au revoir Clotilde. Au revoir Pierre, au revoir Marie, merci.